La Corée du Sud est l'un des pays les plus petits du monde. Elle manque de ressources naturelles et a longtemps été confrontée aux assauts impérialistes de ses voisins, marqués par des guerres sanglantes. On pourrait aisément conclure qu'il s'agit d'un pays en développement, destiné à dépendre des aides des puissances occidentales. Mais la réalité est tout autre. Contre toute attente, la Corée du Sud s'affirme comme la 8e puissance économique mondiale. Et encore aujourd'hui, cette croissance semble inarrêtable. Ce succès fulgurant trouve son explication principale dans le rôle prépondérant d'une entreprise en particulier, Samsung. Ce conglomérat a été le pivot de la révolution économique la plus saisissante du XXe siècle. Ce que les économistes appelleront plus tard le miracle de la rivière Han. Samsung a été créé en 1938 par Lee Byung-chul, à l'âge de 28 ans. À l'origine, c'était une modeste épicerie qui vendait des nouilles et du poisson. Les débuts de l'entreprise ont été très difficiles. La guerre qui opposait la Corée du Sud à la Corée du Nord entre 1950 et 1953 a ravagé le pays. Face à la pénurie alimentaire qui a suivi, Lee, avec le soutien du gouvernement, a lancé une raffinerie de sucre qui a connu un succès immédiat. Réinvestissant les bénéfices, il a propulsé Samsung dans le secteur textile en créant la plus grande usine de laine du pays. Le succès de cette diversification a incité Lee à adopter une approche plus agressive, investissant également dans le secteur de l'assurance, où Samsung demeure à ce jour le principal pourvoyeur en Corée du Sud. En 1968, Samsung fait un pas audacieux dans l'électronique, avec le lancement d'une télévision 12 pouces en noir et blanc, devenant en moins de 10 ans le leader mondial du marché des télévisions. Ce succès initial ouvre la voie à Samsung pour diversifier son offre en électroménager. En 1979, la marque fait son entrée sur le marché des micro-ondes, suivi des climatiseurs en 1980 et des ordinateurs de bureau en 1983. Samsung réalise rapidement que la production d'appareils électroniques nécessite l'importation d'un grand nombre de composants. Pour garantir un contrôle total sur sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise investit dans une usine de semi-conducteurs. Les puces produites sont non seulement utilisées pour les produits Samsung, mais également vendues à la plupart de ses concurrents à travers le monde. En 2010, Samsung a conquis le marché mondial des smartphones, partageant depuis la place de leader avec Apple. Mais Samsung ne se limite pas aux gadgets électroniques. Une grande partie de ses activités est à ce jour méconnue du grand public. Par exemple, Samsung Heavy Industries est spécialisé dans la construction de navires géants. C'est l'un des plus grands constructeurs de méga-navires au monde. Le groupe possède également la division Samsung Construction and Trading, qui se charge de la construction de routes, de tunnels, de ponts et de bâtiments. Le célèbre Burj Khalifa à Dubaï, le plus grand bâtiment du monde, a été construit par Samsung. En Corée du Sud, le conglomérat détient une ville entière, Samsung Town. Pourtant, la réussite fulgurante de Samsung est loin d'être une success story classique. La réalité derrière son ascension est bien plus complexe et largement attribuée à des facteurs politiques. Après la guerre, la Corée du Sud était dans une situation économique désastreuse, avec peu de production et d'exportation. C'est à cette époque que le président a entrepris de développer l'économie en soutenant activement les grandes entreprises du pays. Des subventions, des avantages fiscaux et d'autres mesures de soutien gouvernemental ont été accordées à des entreprises comme Samsung pour favoriser leur expansion. Par exemple, lorsque Samsung s'est lancé dans l'électronique, le gouvernement a interdit l'accès au marché intérieur à ses concurrents étrangers, incitant ainsi les consommateurs sud-coréens à privilégier les produits de l'entreprise. À cette époque, le gouvernement a également réduit les taxes de 50% pour les entreprises opérant dans le secteur de l'électronique. De plus, une grande partie des aides reçues par la Corée du Sud après la guerre ont été réinvesties dans Samsung, jouant un rôle clé dans son expansion rapide. En Corée du Sud, Samsung est ce que l'on appelle un chaebol. Ce terme désigne les grandes entreprises familiales ayant construit des empires grâce à des relations étroites avec le gouvernement. Bien que d'autres chaebols existent, tels que LG et Hyundai,
Samsung demeure le plus dominant. Aujourd'hui, l'économie du pays dépend largement de Samsung, qui représente 20% du produit intérieur brut annuel du pays. Une concentration économique extrême sans équivalent dans le monde. Lorsque le fondateur de Samsung, Lee Byung-chul, est décédé en 1987, son fils Lee Kun-hee a pris les rênes de l'entreprise. C'est à ce moment-là que les liens de Samsung avec le gouvernement sont devenus encore plus controversés. Lee Kun-hee a été reconnu coupable de corruption en 1996, puis de corruption et d'évasion fiscale en 2008. À ces deux occasions, il a bénéficié de grâce présidentielle et a repris la direction de l'entreprise sans subir de sanctions. En 2010, un ancien employé de l'entreprise a publié un livre intitulé Think Samsung, révélant que Lee Kun-hee avait soudoyé plusieurs candidats à la présidence pour détourner des fonds de certaines filiales. Cependant, aucun média en Corée du Sud n'a osé rapporter ces informations par crainte de représailles gouvernementales. Suite au décès de Lee Kun-hee en 2020, son fils Lee Jae-young prend les rênes de l'entreprise, mais la succession est loin d'être simple en raison de la loi coréenne sur les droits de succession, qui impose une taxe de 50%. En 2014, alors que son père entre dans le coma à la suite d'une crise cardiaque, Lee Jae-young orchestre la fusion de deux filiales, Samsung Construction and Trading et SHIL. Cette opération visait à accroître le contrôle de Lee Jae-young sur Samsung Construction and Trading, qui était sous l'emprise de plusieurs actionnaires externes, dont un fonds spéculatif américain. L'objectif était de prendre le contrôle de Samsung sans avoir recours à la succession, afin de ne pas payer d'impôts. Pour ce faire, il fallait convaincre les actionnaires de Samsung Construction and Trading de voter à l'encontre de leurs intérêts, ce qui était loin d'être gagné. Lee exploite astucieusement la détention de 11,6% de l'entreprise par l'État pour faire jouer une fois de plus sa proximité avec le gouvernement à son avantage. Il corrompt la présidente en exercice à l'époque, Park Geun-hye, pour obtenir la validation de l'opération, assurant ainsi le contrôle de la famille sur l'entreprise pour la génération à venir. Contre toute attente, le secret finit par être dévoilé et l'affaire prend des proportions énormes. En novembre 2016, des centaines de milliers de Sud-Coréens défilent dans les rues pour demander la démission de la présidente. Elle est destituée par l'Assemblée nationale et sera condamnée l'année suivante à une peine totale de 35 ans de prison. Lee Jae-young est condamné à 5 ans de prison, mais tous deux bénéficient d'une grâce présidentielle, Park en 2021 et Lee un an plus tard. Suite à cette affaire, l'emprise de Samsung sur le gouvernement semble s'être atténuée. En 2017, le président Moon Jae-in a centré sa campagne sur sa volonté de mettre fin au contrôle des grands conglomérats familiaux sur l'économie. La nouvelle génération de jeunes Coréens, contrairement à ses aînés, se montre méfiante envers Samsung, et la réputation de l'entreprise comme essentielle pour la survie nationale s'est estompée. Aujourd'hui, il existe une volonté ferme de mettre fin aux anciennes pratiques de copinage et de corruption qui régnaient sur le pays.